je me présente Eric Tripodi, donc directeur d'Ecofinance. Ecofinance vous accompagne maintenant depuis plus de 25 ans sur le conseil en ressources publiques. Et donc, on est à vos côtés sur toutes les problématiques de ressources, justement, et depuis toutes ces années. Et on souhaitait pouvoir vous offrir une gamme de services plus importante et élargir donc notre gamme de prestations. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité s'associer donc à un partenaire de qualité qui est en la personne de Finance et Territoires sur le sujet des ressources publiques et comment pouvoir justement aller chercher de nouvelles ressources, puisque c'est la période s'y prête bien, puisque nous sommes aujourd'hui à mi-mandat et que le mi-mandat, c'est le bon moment, c'est un moment opportun pour faire le point sur les différents projets d'investissement que vous pouvez avoir dans le cadre de votre projet de mandat et de voir quels sont les dispositifs qui peuvent être mobilisés pour vous aider à financer ces investissements. Donc, nous, on est ravis d'être aujourd'hui maintenant en partenariat avec Finance et Territoires. Et le but aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation. Alors, Yasmine va vous présenter un petit peu les règles de déroulé, les règles d'intervention pour qu'on puisse avoir un temps d'échange également, un temps de présentation et un temps d'échange pour que ça puisse être interactif. Donc, je vais passer le flambeau maintenant à Finance et Territoires et à Stéphane Fontanel qui va présenter justement la structure Finance et Territoires et évidemment derrière le déroulé du webinaire. Donc, Yasmine, je te laisse la parole pour présenter un peu les différentes conditions d'intervention au cours du webinaire et ensuite de passer la main à Stéphane. Je te remercie, Eric. Donc, je me présente. Moi, je suis Yasmine, responsable communication chez Ecofinance. Donc, le webinaire se déroulera sur 35 à 40 minutes. Il sera suivi d'un temps d'échange. Donc, 2 questions. Vous pourrez poser vos questions en direct ou sinon via le chat. Vous pourrez écrire vos questions au fur et à mesure des slides dans le chat. Je vous invite à couper vos micros dès maintenant pour éviter qu'il y ait qu'on entende autre chose. Et à la fin du webinaire, probablement demain, vous recevrez le replay de ce webinaire ainsi qu'une présentation, la présentation de Finance et Territoires. Donc voilà, je vous invite vraiment à écrire vos questions au fur et à mesure du déroulé du webinaire, comme ça vous n'allez pas perdre le fil. Merci beaucoup. À vous la parole, monsieur Stéphane. Stéphane, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Yasmine, merci Eric, merci à Ecofinance, notre partenaire. Effectivement, comme le rappelait Eric, on est tous investis dans les finances publiques, les finances locales, et ça faisait du sens aujourd'hui de vous parler, de vous présenter Finance et Territoires et de discuter avec vous des aides et des subventions publiques et privées. Je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Rives, des affaires juridiques au sein de Finance et Territoires, et puis de Maëlys Jean, qui interviendra sur le volet des affaires européennes, puisqu'elle fait partie de la cellule Europe chez Finance et Territoires. On va passer sur la première slide. Alors là aussi, ça c'est le sommaire, on y reviendra en détail, on peut passer encore. Un mot sur le cabinet Finance et Territoires. On est aujourd'hui en région Rhône-Alpes, on rayonne partout en France, on a à peu près 60 collaborateurs. Alors ici, nous sommes à Chambéry, au siège, il y a à peu près la moitié des forces vives, le reste est un peu partout en France, et puis on travaille aussi avec les DROM. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est essentiellement des collectivités territoriales, donc c'est vous, c'est-à-dire à la fois le bloc communal avec des mairies de 3 500 à 25 000 habitants que vous représentez, et puis toutes les intercos de la Comcom, en passant par la Comdaglo, aux métropoles, donc l'intégralité de tous les EPCI. On travaille également avec certains départements sur un certain nombre de sujets, des aides et des subventions publiques et privées, mais on travaille aussi avec tous les acteurs publics et les acteurs du privé non lucratifs, c'est-à-dire les établissements publics de santé, les EPL, tout ce qui est
bailleurs sociaux et puis, bien évidemment, les associations du médico-social et de l'action sociale. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un webinaire dédié aux collectivités territoriales. Et donc, je vais être ravi de vous expliquer un peu ce que nous faisons. Alors, en fait, on est hyper spécialisé dans le domaine à la fois de la veille, de la recherche, du conseil, mais aussi du montage des dispositifs à la fois au niveau national et au niveau européen. Quand je parle d'aide nationale, on parle d'aide locale, d'aide départementale, régionale et puis nationale, c'est-à-dire toutes les agences, les ministères, l'État. Et bien évidemment, depuis peu, puisque la programmation 21-27 a vraiment commencé à démarrer début 23, eh bien, tous les dispositifs européens. Et ça, Maëlys nous expliquera dans les détails de quoi il s'agit. Quand on parle d'aide publique, ce sont des choses qui, pour vous, en tout cas, ne sont pas forcément nouvelles, puisque vous avez l'habitude de mobiliser, bien évidemment, les concours et les soutiens publics. Mais on vous parlera aussi de tout ce qui est financement privé, dans le sens mécénat, philanthropie, donation. Donc ça, je ferai un focus particulier. Et puis, Finance et Territoires, c'est vraiment focalisé sur les projets du PPI. On parle de projets d'investissement. Ça ne veut pas dire que notre action n'a pas de temps en temps un impact sur du fonctionnement. Mais en fait, on part du PPI, on part de vos projets d'investissement, des projets de la mandature. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire un gros travail pour vous aider à identifier, à mobiliser, à pouvoir optimiser l'intégralité des dispositifs qui s'offrent à vous. Et Dieu sait qu'il y a un nombre très conséquent de sources de financement. Sur la slide suivante, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu redondant, mais au moins vous les avez à l'écran, vous les aurez lorsqu'on vous passera le support. Vraiment, les collectivités territoriales et leurs groupements, ça représente plus de 70% de nos clients. Les acteurs sociaux et médico-sociaux, c'est plus de 20%. Et puis le reste, ce sont des établissements publics de santé et des bailleurs sociaux. En ce qui concerne cette slide, elle est importante parce qu'elle me permet de vous expliquer qu'aujourd'hui, le sourcing, puisque là, les logos que vous avez, c'est qu'une infime partie de tous les financeurs. On pourrait faire 20, 30, 40 slides comme celle-ci, mais ce qui est important de retenir, c'est que vous êtes dans vos collectivités, vous avez votre jour à jour. Il faut essayer de trouver toutes les mesures de soutien possibles pour tous les projets que vous avez. Et en fait, c'est un vrai parcours du combattant parce que vous avez plus de 1350 financeurs aujourd'hui. Et donc, il faut être au courant des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, les plans de relance. On entend parler des Ségur, du fonds vert, des aides européennes. Donc, c'est un vrai maquis. Et nous, on est là pour simplifier et aller à l'essentiel. Et en fait, cette slide, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur les 60 collaborateurs, on a pratiquement un quart d'entre eux qui est dédié à la veille, à la fois à la veille digitale, la veille thématique et la veille institutionnelle. La veille digitale, c'est justement des outils que nous avons pour extraire toutes les informations au quotidien de tous les dispositifs, de toutes les modifications qui peuvent se passer, de telle manière à avoir, d'une manière quasi exhaustive, toutes les informations sur les mesures de soutien possibles. Et puis après, c'est traité chez nous par des collaborateurs qui sont spécialisés par thématique, avec la thématique sport, la thématique culture, la thématique urbanisme, le développement économique, la santé, enfin, toutes les thématiques y passent. Et ensuite, vous avez une équipe qui appelle les guichets, qui discutent avec les instructeurs et qui vont demander toutes les subtilités sur les conditions d'attribution, les critères d'éligibilité, les subtilités en termes de bien présenter en fait votre projet pour que ça matche et ça soit en adéquation avec les politiques publiques, les politiques locales. Donc en fait, toute cette source d'information, pour nous, elle est fondamentale pour vous livrer une veille exhaustive avec une recherche permanente, actualisée, toujours mise à jour, de telle manière à ce que vous ayez vraiment l'essentiel et avec surtout ce qui n'est pas forcément visible, les informations principales. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de la veille, en tout cas de la manière dont on essaye de faire un scan complet sans jamais passer à côté de quoi que ce soit. Sur la slide suivante, là on parle plutôt de bonnes pratiques. C'est en fait un rappel, ce sont des choses qui pour vous bien évidemment sont évidentes,
Mais aujourd'hui, lorsqu'on prépare un projet d'investissement, il faut vraiment se concentrer sur la stratégie marketing en fait du projet, à savoir est-ce que c'est un projet d'intérêt général, quel est le service rendu, quelle est l'utilité qu'on va pouvoir ajouter ou apporter, les bénéfices pour les usagers, les bénéfices pour les citoyens, les bénéfices pour la collectivité, son rayonnement au niveau local, départemental et régional. C'est très important de pouvoir se différencier des autres avec une qualité de présentation du projet qui soit toujours dans l'excellence, dans l'exemplarité, avec des vertus, des bénéfices clairs. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, on insiste lorsqu'on travaille avec nos clients, on est soit au niveau des diagnostics AMO, on essaie d'être bien évidemment toujours dans la règle d'or. La règle d'or, c'est anticiper, être le plus en amont possible. Et en fait, plus on est en amont, plus on peut travailler sur la présentation du projet, plus on peut le bonifier, plus on peut vous apporter une valeur ajoutée pour que ça soit en adéquation vraiment avec les dispositifs disponibles. Donc ça, c'est fondamental d'avoir toujours ça en tête. L'incitativité de l'aide, c'est le fait qu'il faut avoir dans l'esprit que plus vous allez avoir le concours des dispositifs, plus vous serez en mesure de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que si vous n'avez pas votre plan de financement qui est bouclé, eh bien, vous pouvez être amené soit à reporter le projet, soit par arbitrage à l'annuler, soit à remettre pour plus tard. Donc, l'incitativité de l'aide, elle doit toujours être présente dans vos dossiers pour bien faire comprendre aux organismes que sans leur appui, eh bien, vous ne pourrez pas boucler le projet. Donc, ça, c'est un point aussi important. Pluralité des financeurs, Maëlys en parlera. Lorsqu'on demande des dispositifs, par exemple européens, il faut qu'il y ait des cofinancements. Et donc, même lorsqu'on n'est pas sur des aides européennes, il faut que vous ayez un maximum de financeurs. D'abord, ça les rassure, ça conforte le projet, ça permet de voir qu'il est soutenu à plusieurs niveaux. Donc ça aussi, c'est un leitmotiv, il faut l'avoir en tête. Je vous ai parlé d'exemplarité, de projets vertueux. Il faut que ça soit des projets qui soient éventuellement innovants, mais ils peuvent être aussi duplicables, ils peuvent être modernes. Certains projets, de temps en temps, sont presque à la limite de la recherche et développement. Alors, n'exagérons rien hein, pour faire le regroupement scolaire, la rénovation de l'église ou la rénovation énergétique de la mairie. On n'a pas besoin d'être forcément dans un domaine de recherche et développement complexe. En tout cas, il faut regarder le projet et voir tout ce qu'on peut lui apporter pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus soutenu possible. Il y a certains projets, bien évidemment, qui vont être à la fois valorisés, valorisants, valorisables, mais aussi des projets qui vont permettre de répondre aux mises en conformité, aux obligations légales. Et puis, vous avez des projets qui peuvent, parce qu'ils sont dans l'intérêt général, ils peuvent être aussi séduisants pour des financeurs privés. Et ça, j'y reviendrai. Je pense au mécénat d'entreprise, aux fondations, à tout ce qui est, on va dire, grands donateurs qui peuvent venir apporter un complément. Et je sais que les collectivités aujourd'hui que nous accompagnons, puisqu'on le fait de manière très régulière, on a plus de 450 clients collectivités, eh bien, cette partie-là, ils ne la traitent pas, voire trop peu, mais c'est un vrai sujet. Donc voilà, ça c'était les règles à ne pas oublier, du bon sens, mais en tout cas des choses importantes. Sur la slide suivante, je vous ai parlé tout à l'heure de thématiques. Et en fait, on est capable d'aborder les 50 grandes thématiques. Ça peut être des thématiques liées à la sécurité, à la prévention des risques, à la gestion de crise, et on a vu ça avec le Covid. Ça peut être dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, bien évidemment. Ça peut être tout ce qui est lié à la santé, au médico-social, au bien-être, au vivre ensemble, à la qualité, on va dire, des infrastructures. Donc ça, c'est aussi essentiel. Tout ce qui est logement, tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est lié à la rénovation, à la transition éco-énergétique, que tout le monde aujourd'hui, pour lesquels vous faites face, hein, et vous devez trouver des réponses. Donc ça aussi, c'est une grosse thématique. C'est peut-être la thématique centrale aujourd'hui dans tous les projets, parce qu'on coche à chaque fois cette case-là, mais des thématiques de développement économique, des thématiques liées à la voirie, il n'y a pas de limite, hein, la culture, le sport, toutes les thématiques sont, on va dire, font partie intégrante de notre approche.
Et donc, on va à ce moment-là regarder tout ce qu'il y a comme dispositif public. Alors, certains clients nous demandent de faire les choses les plus basiques, comme la DETR, la DSIL, parce qu'ils n'ont pas les ressources, le temps, les compétences, vous les avez. Et puis après, par contre, sur des dispositifs plus complexes, des dispositifs européens, l'Agence de l'eau, l'ADEME, des dispositifs un petit peu plus exotiques ou moins usuels, bien là, on peut vous apporter une technicité. Donc, ça, c'est important de savoir qu'on peut couvrir la totalité des projets du PPI, quelle qu'en soit la thématique. Sur la slide suivante, nos prestations, en fait, ce sont des prestations en mode projet. C'est-à-dire que quand on travaille avec vous, on va travailler sur des projets du PPI essentiellement. De temps en temps, on a des clients qui nous demandent de faire un peu le screen ou le scan des thématiques qui les intéressent sur le plan politique. Ça dépend de nos interlocuteurs. Quand on est avec les cadres territoriaux, que ce soit les directeurs financiers, les directeurs généraux de services et autres directeurs, là, on est plus sur les projets du PPI. Pour autant, les élus peuvent avoir en tout cas des promesses politiques sur certains sujets et on peut les traiter de manière thématique sans qu'il y ait un projet forcément rattaché. Mais on suit toujours la même méthode. On contractualise sur la base de projets bien précis. On fait une réunion de lancement. Cette réunion de cadrage, on va mieux comprendre vos projets, on va vous challenger, on va partager des documents ensemble. On va, alors c'est pas forcément énergivore, hein, c'est pas très chronophage, c'est des réunions qui peuvent durer 2 heures. Et puis on va regarder comment on peut améliorer ces projets. Et puis après, au bout de quelques semaines, entre 4 et 6 semaines, on a un premier rapport de veille où on vous fait déjà un état des lieux complet de tout ce qu'on a identifié comme piste possible. Pour 6 semaines après, vous faire le livrable qui s'appelle le DADM, le dossier des analyses disponibles, en tout cas mobilisables pour vos dispositifs, en tout cas qui matchent avec vos projets. Et là, on va pouvoir, dans le temps, puisque c'est une prestation qui dure 14 mois, eh bien, ce DADM, il va être actualisé, mis à jour, il va être vivant. Et tous les 3 mois au minimum, on va revenir vers vous, sauf s'il y a une alerte avant ça, pour vous donner soit des dispositifs nouveaux, soit des modifications. Et puis, comme vos projets, dans le cadre de la temporalité du mandat, et là, de la seconde partie, peuvent être plus ou moins échelonnés, on va faire ce suivi avec vous de telle manière à ce que vous soyez toujours updaté et bien au fait des nouveautés. Voilà. Et puis, surtout, à tout moment, on est capable de monter tous les dispositifs qu'on vous préconise. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin, on est capable de taper dans la balle et de vous mettre en œuvre tout ce qu'on vous a présenté. Et l'idée, c'est quasiment d'être exhaustif sur tout. Voilà, ça, c'est notre méthodo. Et c'est une méthode en mode projet qui a 2 vertus. Vous avez une traçabilité complète. Donc, si vous avez un peu de turnover, de temps en temps, il y a des mercatos, des GS et autres, eh bien, celui qui va reprendre a toute la traçabilité, c'est fondamental. C'est une vraie continuité du service public qu'on vous assure. Et on s'aperçoit aussi, en faisant ce travail, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui ne travaillent pas avec nous, là, on a ressenti ces derniers mois, les budgets ont été reportés, ça a mis plus de temps. On s'est aperçu que certaines collectivités mettaient le pied sur le frein, disaient, oulala, entre la facture énergétique, les obligations de rénovation, la crise un peu globale, on va reporter ou remettre au mandat suivant. C'est une mauvaise stratégie. Je vous invite plutôt à garder les projets parce qu'en fait, les dotations, il n'y a pas forcément de RAB, mais il n'y a pas non plus de réduction des dotations. Qui va aller jusqu'au bout va pouvoir avoir des dispositifs de soutien et ceux qui ne vont pas le faire vont laisser la place et en tout cas des moyens financiers à ceux qui vont jusqu'au bout. Donc, c'est important de voir qu'on peut justement vous aider dans ces arbitrages à faire des bons choix. Donc, ça, c'est un clin d'œil en passant. Sur la slide suivante, un mot rapide sur notre modèle économique. En fait, on a une prestation en 2 temps. Elle est à la fois, ce sont 2 temps qui sont distincts, mais forcément très complémentaires. Le premier, c'est une analyse, une veille, une recherche, un conseil complet sur tous vos projets de PPI. Ça peut être 1 projet, 2 projets, ça peut être 100 projets. Ça peut être des projets, en général, supérieurs à 500 000 €, avec des projets de quelques millions à des projets de dizaines de millions. Donc, on s'adapte en fonction de la collectivité. On a beaucoup de clients de 2 000, 3 000, 4 000 habitants.
Et puis, on a des strates de 50, 60 000. Mais le cœur, c'est vraiment 3 500 à 20 000. Donc, ça, c'est important. Et donc là, c'est la veille, la recherche en mode projet avec du conseil, avec une vraie valeur ajoutée, avec des documents circonstanciés. Et puis, le montage, c'est-à-dire on vous présente toutes les pistes fléchées et à vous de nous dire, bah, écoutez, vous nous avez présenté tel FEDER, tel dossier FEDER, tel autre dossier auprès de l'agence de l'eau, tel dossier auprès de la caisse d'allocation familiale et ainsi de suite. Et là, on va vous mettre en œuvre le dispositif. Et en fait, le modèle économique, il est forfaitaire. Ce sont des honoraires en fonction du PPI, en fonction des montants des projets, en fonction de la temporalité. Et au niveau du montage, c'est un pourcentage sur le montant des sommes notifiées, avec un acompte plus ou moins important s'il s'agit d'une aide nationale ou européenne, et même européenne si c'est un interreg ou si c'est un dossier FSE ou FEDER ou REACT-EU ou LEADER, les montants ne sont pas toujours les mêmes. Mais ça, c'est plus une discussion, on va dire, entre vous et moi. Et pour rappel, comme on est sur des projets d'investissement identifiés, ce sont des prestations qui sont éligibles au FCTVA. Sur la slide suivante, je vais vous parler un peu des aides privées. Parce que ça, c'est quelque part très intéressant. Les collectivités ont une forte appétence, mais ne connaissent pas trop le modus operandi ou la manière de fonctionner. Les financements privés, ce sont des financements à destination des personnes physiques, des particuliers ou des personnes morales, des entreprises, qui vont pouvoir, en investissant dans une structure ou dans un véhicule dédié, comme les fonds de dotation, via une association, mais souvent, nous, on préconise le fonds de dotation, ou peuvent le faire, si c'est très sporadique et unitaire, auprès de la collectivité, qui a la possibilité aussi de faire des reçus fiscaux. Mais toutes ces personnes ou toutes ces entreprises vont investir dans un projet d'intérêt général et vont pouvoir soit réduire leurs impôts sur le revenu de 66% du montant qu'ils vont investir, soit pour les sociétés de 60% du montant investi sur son impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est déjà un avantage fiscal pour l'entreprise ou la personne qui va mettre de l'argent sur un projet. Ça peut être la rénovation d'une église, ça peut être du patrimoine d'une manière générale, ça peut être du sport, ça peut être des projets liés à l'écologie, au développement durable, au tourisme. Donc, ce sont des projets d'intérêt général. Et là, vous avez beaucoup de financeurs. Alors, vous avez peut-être entendu parler du financement participatif avec le crowdfunding. Ça peut être intéressant, mais dans des cas bien particuliers, parce que souvent, c'est une grosse machine à mettre en œuvre pour des résultats qui sont, on va dire, plus modestes qu'on pourrait l'imaginer, sauf sur des cas très particuliers. Mais en tout cas, là où vous avez le plus de moyens, ce sont tous les appels à projets des fondations. Alors, on parle souvent de la Fondation de France, la fondation, les fondations que vous connaissez, mais en fait, il y a 3600 fondations en France. Il y en a plus de 7000 en Europe avec lesquelles on travaille. Des fondations qui peuvent être dédiées à la santé, le handicap, l'éducation, le sport. Donc, il y a vraiment un monde dans les fondations et elles émettent des appels à projets où on peut, nous, envoyer des fiches projets. Vous avez tout le mécénat d'entreprises avec toutes les grandes entreprises, les entreprises plus petites et puis les entreprises de votre territoire, en fait, qui peuvent abonder. Vous avez tous les particuliers, les grands donateurs, les personnes qui ont des moyens importants et qui veulent faire un acte de générosité pour un projet, souvent un projet du territoire parce qu'ils sont attachés à leur territoire. Voilà, donc un gros travail sur les aides privées. Et nous, on est là pour vous accompagner d'abord dans la création de ces véhicules, donc de ces fonds de dotation, ce qu'on fait de manière très régulière pour des petites et des collectivités plus grandes, mais les petites sont peut-être en tout cas les plus à la manœuvre. Et puis, on va vous donner toutes les informations juridiques, techniques, quelles sont les limites, comment il faut organiser, le conseil d'administration, les statuts, les objets. Ça, c'est un gros travail. Et puis, un gros travail sur, très bien, le fonds de dotation est créé, comment on avance, la sélection des projets, préparer les fiches projets, une stratégie adaptée de financement privé, comment on va collecter, comment on va sensibiliser les investisseurs, les donateurs. Voilà, ça, c'est tout un travail intéressant. Alors, ça, c'est un travail qui souvent doit être investi par les cadres territoriaux, mais qui doivent inviter leurs élus. Sans les élus, cette partie-là ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment une dimension politique dans les aides privées. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra
aussi rebondir de manière personnalisée ou individualisée si on a l'occasion de discuter ensemble par ailleurs. Sur la slide suivante, je vais laisser Maëlys reprendre la main pour nous présenter les aides européennes et les bénéfices que ça peut apporter pour la collectivité. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a précisé en introduction Stéphane Fontanelle, nous avons au sein de Finances et Territoires une cellule qui est dédiée au financement européen. Donc le but de cette présentation est de se focus et de vous présenter de manière très large dans un premier temps ce qu'on entend par aide européenne, et puis ensuite de rentrer progressivement un petit peu plus dans le détail. On va surtout parler, par exemple, à l'échelle nationale, et puis quelques focus sur certaines régions avec quelques informations. Puis on vous parlera aussi de notre accompagnement pour tout ce qui concerne la veille et le montage de dossiers spécifiques, de dossiers européens. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par aide européenne? Il faut savoir qu'en fait, dans les aides européennes, on a 3 grandes familles en fait d'aides et de subventions possibles. Donc là, vous en avez 2, il y aura une 3e qui va suivre. Donc dans un premier temps, vous avez les fonds sectoriels, dits aussi fonds thématiques, en fonction de la terminologie qu'on leur donne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des fonds qui sont pilotés à l'échelle de la Commission européenne, donc sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, donc à l'échelle des 27. Donc là, si vous avez un projet qui rentre dans les thématiques qui sont portées par un fonds sectoriel, il faut savoir que votre projet va donc se retrouver en concurrence avec un projet polonais, un projet espagnol, italien ou grec, et que là, par conséquent, la concurrence est beaucoup plus importante, et contrairement par exemple au FEDER où la concurrence est régionale au niveau de votre région. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, à la différence, par exemple, du FEDER, ces fonds sectoriels sont beaucoup plus importants en termes de financement. Généralement, on passe le million, je dirais, très, très facilement. Alors, parmi ceux qui sont plus connus dans les fonds sectoriels, on va retrouver Horizon Europe, qui est très connu aujourd'hui, notamment pour la recherche et développement autour de l'innovation. On va trouver EU4Health, qui est dédié à la santé et à l'innovation dans le monde de la santé. Vous avez LIFE, qui est le fonds dédié à l'environnement, la protection de l'environnement, en lien avec le changement climatique. Pour information, il y a un appel en cours actuellement sur LIFE qui va se terminer au mois de septembre. Il y a plusieurs dates en fonction des thématiques qui sont proposées. Et pour vous donner un ordre d'idée du temps qui est nécessaire pour ces projets, sur lequel on peut vous accompagner, il y avait un webinaire de présentation mi-avril sur l'appel à projet LIFE, les appels à projet LIFE, et il recommandait déjà de commencer à travailler sur le dossier de candidature dès maintenant pour septembre. Ça vous donne à peu près l'ordre d'idée, ça se compte en mois, le montage d'un dossier fonds sectoriel. Et ensuite, parmi les plus connus aussi, vous avez Erasmus+, donc qui est dédié à la mobilité alors des étudiants, mais aussi des demandeurs d'emploi. Ensuite, vous avez une deuxième grande famille de fonds européens, qui est donc l'Interreg, et là, ça va vraiment, dans un premier temps, se dédier aux communes qui sont vraiment, on va dire, sur les territoires frontaliers, dans un premier temps, puisqu'on va trouver l'Interreg transfrontalier, ça va être, alors pour nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, ça va être le franco-suisse, l'Alcotra, mais aussi le Maritimo, par exemple, pour la région PACA. Et puis, vous allez avoir différents autres Interreg. Ensuite, vous avez l'Interreg transnational, ça va être, par exemple, tout ce qui va concerner l'espace alpin, par exemple. Et vous avez l'interrégional, et là, l'interrégional, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'Interreg Europe, où là, ce sont, en dehors de toute dimension frontalière, c'est vraiment des collectivités, généralement plutôt des régions, qui vont se positionner et travailler autour d'une problématique commune à l'échelle de l'Union européenne. Et là, en fait, c'est un consortium de régions, de collectivités qui vont travailler autour d'une problématique à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, vraiment, les fonds qui sont vraiment, je pense, qui vous intéressent le plus, ce sont les FESI, les fonds européens structurels et d'investissement, dans lesquels on va retrouver vraiment une pluralité de fonds. Donc, le premier qui est le FEAMP, qui concerne donc les affaires maritimes, le FSE+, on en parlait tout à l'heure, qui est le Fonds social européen, qui va beaucoup, en fait, lui, contrairement par exemple au FEDER, va beaucoup financer des dépenses de fonctionnement. Il est beaucoup tourné autour des problématiques d'emploi, de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, par exemple. Un petit peu comme Liège, qui est plutôt tourné vers la jeunesse, puisque c'est l'initiative de l'emploi pour la jeunesse. Ensuite, vous avez le Fonds pour la transition juste, qui est lui dédié vraiment aux entreprises qui sont aujourd'hui émettrices de gaz à effet de serre, pour justement les aider dans leur transition énergétique et réduire leurs émissions. Et ensuite, le FEADER, avec
qui est le fonds agricole. Mais il faut savoir qu'il y a une extension qui peut être très intéressante pour vous, qui est le LEADER. Alors, je suis désolée, ça fait beaucoup de terminologie, un peu de jargon européen, mais le LEADER, c'est en gros le fonds européen pour le développement économique des zones rurales. Et ensuite, vous avez le FEDER, qui est, je pense, le fonds qui vous parle le plus, qui est le Fonds européen de développement économique régional, qui est un fonds qui vise notamment à égaliser en fait les régions européennes, à éviter les déséquilibres au sein de ces régions et surtout à venir subventionner des dépenses d'investissement. Donc, ça peut être de la construction, de la rénovation, de la végétalisation, par exemple. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes rentrés dans la nouvelle programmation 2021-2027 et donc, contrairement à ce qui est annoncé 2021-2027, en fait, la programmation, comme le rappelait Stéphane, commence vraiment, on va dire, cette année, puisque tous les programmes opérationnels, ce que l'on appelle les PO, ont été validés et signés par la Commission européenne. Pour les plus avancés, je crois que c'était à l'été ou en septembre, et les autres se sont échelonnés pour toutes les régions à la fin de l'année. Donc vraiment, c'est à partir de maintenant que les fonds européens en fait se débloquent et que l'on peut candidater sur du FEDER, du FSE, parce que les programmes sont déterminés et sont définitifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette programmation, elle a 5 objectifs stratégiques, contrairement à la précédente qui en avait 11. Donc, une condensation qui est source aussi de simplification, qui est l'un des mots-clés de cette nouvelle programmation. Alors, tout d'abord, on va retrouver une Europe plus intelligente, surtout dédiée donc, à l'innovation, la numérisation et la transformation économique, avec un volet important que l'on va retrouver au niveau des régions avec le soutien et la compétitivité des PME notamment. Une Europe plus verte, ça on verra que c'est une priorité qui est très très importante que l'on va retrouver dans tous les programmes opérationnels de toutes les régions, avec notamment que ce soit la rénovation énergétique, la construction avec des bâtiments passifs, voilà, ou encore la végétalisation. Ce sont des thèmes qui sont très importants. Et en fait, cette priorité va beaucoup servir à atteindre notamment les objectifs qui sont fixés à 2030 dans le cadre de l'accord de Paris. Ensuite, vous avez une Europe plus connectée. Donc là, ça va être aussi le numérique, mais ça peut être aussi l'intermodalité des transports. Ensuite, vous avez une Europe plus sociale. C'est là où on va vraiment retrouver le FSE, avec surtout un focus sur l'emploi, la formation, mais aussi l'insertion et l'inclusion. Et une Europe plus proche des citoyens, je dirais quelques mots sur cette priorité qui peut être très intéressante pour les collectivités. Il y a des fonctionnements un petit peu différents en fonction des régions, mais c'est vraiment le mot phare en fait de cette 5e objectif stratégique, c'est l'attractivité et notamment l'attractivité des territoires. Alors, pour un petit peu rentrer un peu plus dans le détail au niveau de ce qui est des grandes thématiques et par priorité, donc au niveau de la première priorité, on va retrouver les capacités de recherche et d'innovation qui vont notamment être soutenues pour justement augmenter ces capacités de recherche à l'échelle de la région. Tout ça pour dynamiser en fait la recherche européenne. Ensuite, il va y avoir un volet sur la compétitivité et la création d'emplois dans les PME. Ça, c'est un point qui est très important. Et ensuite, vous avez cette deuxième priorité, je vous disais tout à l'heure, qui était très importante. Et là, vous voyez effectivement tout ce qu'elle va englober. Vous allez avoir l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre, donc notamment dans la rénovation des bâtiments et aussi dans la construction des bâtiments qui doivent prendre en compte certains critères. Vous allez avoir le développement des énergies renouvelables et l'économie circulaire. J'en dirai quelques mots avec un focus sur la région Grand Est. Vous allez avoir tout ce qui va concerner l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels. Il y a par exemple un appel en cours qui s'est terminé début juin sur la région PACA sur justement la prévention des risques naturels sur la région PACA et plus largement sur le massif alpin. Ensuite, vous avez la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité. Ça, c'est très important parce que, par exemple, si vous avez un très gros volet biodiversité, renaturation, végétalisation, par exemple, de vos cours d'école, peut-être que le FEDER peut venir se positionner sur ce type de dépenses. Et ensuite, favoriser la gestion durable de l'eau. On voit depuis 1 an que c'est un sujet extrêmement criant et de plus en plus préoccupant. Donc voilà, la gestion durable de l'eau est aussi subventionnée dans des projets qui visent à adapter la ressource en eau et l'usage. Ensuite, vous avez cette 3e priorité qui va surtout consacrer sur le FSE+, sur lequel le FSE+, va se positionner. Donc l'accès à l'emploi, l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation, avec par exemple tout ce qui va concerner la lutte contre le décrochage scolaire, qui est un appel à projet en cours, par exemple, dans la région Île-de-France, et l'apprentissage tout le long de la vie. Au niveau de la priorité sur le numérique,
la connectivité, on va retrouver donc l'usage du numérique, les mobilités durables et l'intermodalité. Et enfin, cette priorité 5 que j'évoquais à l'instant, donc elle va renforcer l'attractivité durable des territoires, elle va notamment soutenir l'accès aux services, par exemple des bibliothèques, ça peut être aussi des maisons France Service, et on va soutenir les dynamiques d'innovation locale. Ça peut être par exemple le cas pour des tiers-lieux un petit peu innovants que vous pouvez avoir sur votre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette priorité 5, elle a des fonctionnements, je dirais, un petit peu différents en fonction des régions. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de décentraliser cet axe 5 au niveau des GAL. Alors, pour faire simple, les GAL, ce sont les groupements d'action locale qui, à la base, dans l'ancienne programmation, pilotaient le LEADER, donc le fonds qui était dédié au développement économique rural. Et en fait, aujourd'hui, ils sont en train, en Nouvelle-Aquitaine, de développer une stratégie de territoire au niveau de ces GAL pour justement utiliser cet axe 5 du FEDER et le LEADER pour pouvoir soutenir des projets à l'échelle de leur territoire. Donc, en fait, cette priorité 5, elle va surtout être importante quand vous avez des projets avec un impact très positif sur le territoire, qui va vraiment renforcer l'attractivité de votre territoire. Ça peut être, par exemple, une maison de santé sur votre territoire qui est en zone rurale ou en zone de revitalisation rurale et qui va avoir donc un impact très important et vraiment avoir au niveau vraiment de votre commune un impact très important. Voilà pour la priorité 5 et les grandes idées pour les aides européennes, en sachant qu'il y a un sixième axe dans ce programme européen qui est la gouvernance, mais que l'on retrouve essentiellement, par exemple, pour les dispositifs un petit peu plus importants, notamment l'intérêt. Alors, au niveau de ce FEDER, on voulait faire un focus donc, sur une région en particulier, on ne peut pas toutes les aborder aujourd'hui. Donc, on a décidé de prendre la région Grand Est, mais sur une thématique que l'on retrouve sur tous les programmes opérationnels, ou presque, de toutes les régions de France. On va retrouver donc tout ce qui va concerner les énergies renouvelables au sein de cette grande priorité 2. Donc, cet axe-là, au niveau du FEDER Grand Est, va notamment soutenir l'installation des énergies renouvelables et de récupération. Donc, on va retrouver le bois, la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, le biogaz. Sur d'autres régions, on va avoir un focus qui va être mis sur l'hydrogène vert. C'est le cas, par exemple, de la région Île-de-France. En Nouvelle-Aquitaine, le photovoltaïque est aussi soutenu avec la géothermie. Vous allez avoir donc en région Grand Est aussi la création et l'extension de réseaux de chaleur et de froid. On le retrouve par exemple en Nouvelle-Aquitaine également. Le déploiement de carburants durables qui vont provenir de sources énergétiques renouvelables, ça c'est très important. On en entend parler en ce moment pour l'aéronautique, mais ça va venir aussi dans les collectivités. Et ensuite, vous avez l'intégration de solutions techniques pour justement permettre le stockage des énergies renouvelables et de récupération et l'équilibre entre la production et la consommation. Ça, c'est très important, notamment dans le contexte actuel qui prend beaucoup d'importance, d'où effectivement le choix de cet axe-là au niveau du FEDER. Et enfin, sachez que pour la région Grand Est, il y a aussi ce focus qui est donné à l'hydrogène renouvelable, ainsi qu'aux actions d'accompagnement, de sensibilisation et d'animation. Au niveau de cette priorité 2, il faut savoir qu'il y a aussi un volet très important au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient publics ou des logements sociaux. Généralement, c'est la priorité 2.1 et on va la retrouver notamment en région Île-de-France, on va la retrouver en région Sud, on va la retrouver en région Grand Est, on va la retrouver en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment une thématique, je dirais, avec les énergies renouvelables qui est très, très importante et qui est aussi très demandée. Alors, au niveau de finances et territoires, on va avoir un accompagnement en 5 étapes. Tout d'abord, on va identifier les priorités, les objectifs stratégiques et spécifiques qui sont pertinents pour vos projets. On va vérifier les critères d'éligibilité, on va contacter les guichets avec qui on peut organiser des réunions tripartites parfois en fonction des guichets instructeurs. Et vraiment, on va rentrer dans l'éligibilité, je dirais très très précise. On va regarder vos notices économiques si vous êtes en phase APD. On va regarder si vous êtes déjà votre permis de construire. On va regarder vos marchés. Ensuite, on va monter votre dossier de subvention FEDER si c'est effectivement éligible. Et là, effectivement, on va s'attacher à certains points en priorité. On va s'attacher, par exemple, aux principes horizontaux de l'Union européenne, à savoir l'égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination, le développement durable, donc comment votre projet respecte ces principes horizontaux. On va aussi vous accompagner dans la rédaction de tout ce qui concerne les obligations de communication, parce qu'il faut savoir que quand vous demandez une subvention européenne, vous allez devoir montrer que vous avez obtenu une aide de l'Union européenne. Donc, il y a tout un process à respecter au niveau de la communication.
Et ensuite, on va vous accompagner pour le dépôt de votre dossier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de Finances et Territoires, notre accompagnement ne s'arrête pas une fois qu'on a cliqué sur envoyer sur la plateforme de dépôt. Vous avez un exemple avec X-Synergie en bas de la slide. On va vraiment vous accompagner tout le long de l'instruction qui peut prendre vraiment plusieurs mois. À titre d'information, il y avait un appel à projet en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est clôturé au début du mois de mars. Nous n'attendons pas les réponses avant la fin de l'année, ce qui laisse à peu près 8 à 9 mois d'instruction au niveau des fonds européens. Et donc, on va vous accompagner pendant toute cette durée de l'instruction pour des demandes de pièces complémentaires, pour voir où en est l'avancement de votre projet au niveau des marchés publics, par exemple. Donc, notre accompagnement ne s'arrête pas une fois qu'on a cliqué sur le bouton « Envoyer ». Et si vous le souhaitez, effectivement, derrière, on peut encore vous accompagner une fois que vous êtes notifié dans tout ce qui va être reporting des dépenses, suivi des dépenses et rapport intermédiaire à rendre aux autorités de gestion. Voilà à peu près pour les fonds européens. J'espère que ça vous a intéressé et que surtout ça ne vous a pas fait peur. Dernière information que je voulais vous transmettre, au niveau des fonds européens et en particulier pour le FEDER, il faut en moyenne vraiment 10 jours minimum de travail complet pour monter un dossier, je dirais, qualitatif pour votre projet. Donc on compte vraiment 10 jours. C'est lourd, c'est chronophage, il y a beaucoup de pièces administratives à vérifier, à compiler, il y a des points d'intention notamment dans les marchés publics. Voilà, c'est des points sur lesquels nous on est très vigilants et sur lesquels on peut vous accompagner dans le cadre de votre montage et après la notification. Voilà. Merci Maëlys. Alors, pour finir sur cette partie européenne, je voudrais vous rappeler 2-3 points importants parce qu'on nous pose souvent la question. Ah ben voilà, j'ai un projet, j'ai identifié un dispositif, est-ce que vous pouvez monter le dispositif, mais on n'a pas fait le travail de veille. Alors nous, en général, on monte les dispositifs pour les clients qu'on accompagne pour la veille, la recherche. Pour autant, si vous avez un projet intéressant que vous avez d'ores et déjà identifié et que vous souhaitez être accompagné, on est en mesure de vous accompagner pour le montage des dossiers européens uniquement et lorsque le projet est ambitieux. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est que les aides européennes, si vous avez un projet qui est déjà en cours depuis janvier 2021, mais qui n'est pas terminé, il est encore possible de voir s'il correspond à un dispositif et qui peut être soutenu par une aide européenne. On est un peu à contrario de l'anticipation, puisque sur les aides européennes, on est plus en phase APD, on est plus lorsque le projet est en cours. Et donc, sachez que si vous avez tous des projets qui sont en cours, qui n'ont pas été livrés, mais qui ont démarré après janvier 2021, ça vaut peut-être la peine de faire une première analyse pour regarder si on ne pourrait pas avoir un cofinancement de l'Europe. Donc, ça, c'est aussi un point important. Et puis, bien évidemment, on l'a expliqué, mais je renforce. Il y a toute cette période jusqu'à la notification où on va monter le dossier, où Maëlys parlait de 10-15 jours minimum, parce qu'on a fait des dossiers en mars, 2 jours avant la date, enfin c'était ingérable. Donc aujourd'hui, c'est minimum 15 jours avec les documents déjà prêts en partie de votre côté, sinon on s'en sortira pas. Ensuite, vous aurez la notification. Suit la notification une période où il va y avoir la signature de la convention. Et là, on peut vous accompagner pour la signature de la convention avec les autorités de gestion. Et ensuite, vous avez toute la vie du projet qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, où il y a les bilans exécutoires, où, comme l'a dit Maëlys, il y a toutes les liquidations financières, il y a toute la partie juridique, il y a toute la partie administrative. On est en mesure de s'occuper de tout, sachant que dans la plupart des cas, tous les travaux administratifs, financiers, juridiques sont pris en charge à moitié par le dispositif. Donc, quelque part, ce que l'on va vous coûter est largement pris en charge par le propre dispositif public. Voilà, en tout cas, important, les aides européennes, c'est maintenant, c'est pendant les prochaines années de la mandature, il faut y aller, n'ayez pas du tout de crainte. Le côté chronophage et énergivore, c'est nous qui l'absorbons. Par contre, on a besoin, c'est une prestation collaboration. Votre réactivité, elle est fondamentale pour ces projets. Oui, tout à fait. Je rajouterais alors une dernière petite chose sur effectivement les fonds européens, il faut y aller maintenant. Alors, certaines régions ont fait le choix de fonctionner par appel à projet. Donc là, il faut se positionner sur les appels à projet, c'est le cas de la région Sud, par exemple. Et d'autres régions ont fait le choix au fil de l'eau. C'est-à-dire, vous n'avez pas de deadline pour déposer vos projets. C'est vraiment quand votre projet est suffisamment mature.
Néanmoins, et ça on le précise jamais vraiment, c'est au fil de l'eau jusqu'à consommation de l'enveloppe. Donc, c'est-à-dire que si vous attendez que votre projet soit, je dirais, entièrement ficelé et qu'il soit parfait, il se peut que dans 1 an, 2 ans, il n'y ait plus d'enveloppe sur les fonds européens et sur la ligne budgétaire qui est prévue dans le programme opérationnel FEDER. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de faire une lettre d'intention, une fiche projet ou une fiche de demande préalable, ça dépend de la terminologie selon les régions, pour justement prévenir l'autorité de gestion en lui disant on a l'intention de déposer un dossier FEDER qui va arriver dans X mois. Attention, prenez en compte notre demande. Voilà, donc et il faut aussi se préparer, il faut relativement aller assez vite quand c'est au fil de l'eau, puisqu'on n'a pas, nous, de visibilité sur une information qui est généralement pas communiquée par les autorités de gestion, sauf quand l'enveloppe est entièrement consommée et qu'il n'y a plus de crédit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les régions qui fonctionnent au fil de l'eau et ne pas se faire avoir ou se faire tromper par cette terminologie. Voilà. Voilà, taper dans la balle le plus rapidement possible, c'est notre conseil. Alors, après quelques références clients, bon, là, vous aurez le support. Vous verrez, ça, c'est qu'une partie des clients avec lesquels on travaille. Je vous ai dit plus de 400 collectivités territoriales entre les petites, les grandes, les intercos, les départements, partout en France, dans tous les départements, dans toutes les régions. Donc, des références avec des projets très différents qui touchent à tous les domaines, que ce soit du bâtimentaire, que ce soit des projets numériques, donc vraiment très large expérience. Et l'expérience, bien évidemment, vous savez, les aides et les subventions, c'est géolocalisé. Donc, ce qui va être soutenu et supporté dans le Nord sera vraisemblablement très différent dans d'autres régions. En PACA, ça n'a rien à voir. Pour autant, l'expérience de la présentation des projets, elle est fondamentale pour les améliorer, les bonifier. Après, bien évidemment, dans d'autres, si vous gérez avec le CCAS, une EHPAD ou un foyer ou autre, eh bien, on a une grosse expérience dans le médico-social, bailleurs sociaux également. Donc, si vous travaillez avec une SPL, avec une EPL, avec une SEM, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles nous sommes bien étoffés. Et puis, notre partenaire Ecofinance, comme tous nos autres partenaires, puisque nous, on a un parterre de partenaires très important dans le domaine des finances locales, nous permet aussi de consolider nos conseils et nos prestations. Voilà pour, en tout cas, les références, on vous en adressera, mais on ne sera pas avare. Je vous laisserai aussi découvrir, lorsque vous aurez le document, alors des exemples de projets financés et très successful, on en a. On pourra vous en envoyer dans ce PowerPoint ou dans d'autres. Et puis enfin, vous avez notre équipe avec toutes les personnes. Bien évidemment, moi, je vous invite à collaborer et travailler avec Ecofinance, qui est notre partenaire, qui peut vous mettre en relation avec nous, avec lesquels on peut organiser des réunions, des visios communes. Voilà, c'est l'alliance de prestataires haut de gamme qui veulent vous apporter un maximum, on va dire, à la fois de sécurité et de plus-value dans les prestations. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et maintenant, Yasmine, je serais ravi, s'il y en a, de répondre avec Maëlys aux éventuelles questions, soit sur les aides européennes, soit sur nos prestations publiques, privées, étant entendu que on a aujourd'hui des interlocuteurs qui sont complètement dans notre scope d'intervention. Merci Stéphane, merci Maëlys pour toutes ces informations et pour cette présentation qui a été très claire. Donc place maintenant aux questions et aux échanges. Pensez à activer votre micro avant de prendre la parole. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône réaction en bas de votre écran. Pour le moment, on n'a pas de questions écrites dans le chat. Je vais me lancer donc avec une première question. Je vais ouvrir le bal en attendant que les participants puissent écrire leurs questions. Donc, première question que je vais vous poser. Comment une collectivité peut-elle mobiliser les dispositifs s'il n'y a pas de personnes dédiées à la recherche de financement? Alors, justement, si elle n'a pas de personnes dédiées, on va pouvoir jouer le rôle et suppléer à cette carence. On a des collectivités aujourd'hui où vous avez 2000, 3500, 5000 habitants, des strates où il y a malheureusement un DGS, mais il est seul,
un directeur financier, mais il n'a pas trop le temps. Donc là, on va pouvoir couvrir en fait ce manque de ressources ou s'il y a des ressources, ce manque de compétences. Et donc, on est capable de pouvoir tout monter. On monte pour certaines collectivités, même la DSI, la DETR, le CRTE, les choses très classiques, très basiques, et puis des choses très complexes. Donc là, on a besoin quand même d'avoir un interlocuteur en interne. On a besoin de récupérer les informations. Lors des réunions de cadrage, on a besoin d'avoir au moins un point de contact parce qu'en plus, on ouvre un espace sécurisé, collaboratif dédié. Mais on a besoin d'un cadre ou d'un agent. Si d'aventure, il n'y a pas le spécialiste, le chef de projet et autres, pas de souci, on pourra pourvoir à ce manque. Et puis, dans des collectivités plus grandes, où il y a 20 000 habitants, où il y a des départements, où en fait l'organisation est complètement différente, où ça peut être reporté sur un directeur des services techniques ou un directeur de service, eh bien on peut travailler avec les différents directeurs de service si c'est pas centralisé. Si pour autant c'est centralisé à la direction financière, mais qu'il faut travailler avec des gens spécialisés en interne, on le fait. En fait, quand il y a des personnes en interne, le cahier des charges et les demandes sont un petit peu différentes, Yasmine, parce que ils peuvent très bien nous dire, écoutez, nous, sur les choses classiques nationales, le département, on se débrouille, la région, on a plutôt des bonnes relations avec le PCI aussi. Par contre, les aides nationales, l'agence, les aides européennes ou les aides un peu exotiques qu'on n'a jamais fait, c'est là où on attend votre savoir-faire. Et donc, on va beaucoup plus travailler sur des choses qui ne sont pas traitées en interne. Et puis, certaines vont nous dire, écoutez, la veille, c'est très, très bien parce que ça va nous permettre de nous conforter. Est-ce qu'on a bien tout vu ou est-ce qu'on était à côté? Est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît ou on ne connaît pas? Mais surtout, on vous attend pour des montages parce que là, en fait, on a identifié plein de choses, mais on n'a pas les ressources pour monter. Ça demande trop de travail. Donc, en fait, là, sur des collectivités plus grandes, 20 000, 25, 30 000 et autres, on va travailler de la même manière, mais en étant un peu plus à la carte pour essayer de répondre aux besoins qui nous sont vraiment dédiés. Voilà comment je peux répondre, Yasmine, à cette première question. Merci Stéphane. J'ai aussi une deuxième question. Comment se fait le traitement de la TVA et du FCTVA dans le cadre du financement de projets? Alors, quand on parle de collectivité territoriale, je parlerai là vraiment FCTVA. En fait, pour passer cette facture dans la section investissement, comme il s'agit de projets du PPI, donc des projets qui sont identifiés, qui devraient évidemment voir le jour, oui. Eh bien, notre prestation est éligible FCTVA, donc elle se met en section investissement. Et en fait, non, on a la possibilité de pouvoir donner les justificatifs qui serviraient au Trésor s'il y avait des doutes de la part de l'agent du Trésor, mais en tout cas, pas de problème sur le FCTVA par rapport à nos prestations, puisque c'est de l'investissement. Là, il semblerait que votre présentation est claire. On a une question de Christophe Mouchant qui dit « Êtes-vous également positionné sur les montages en partenariat public-privé? À un mot, aide à la sélection des offres ». Alors, clairement, nous, on est 200% dédiés aux aides et aux subventions publiques-privées. Pour autant, sur certains projets, mais ce sont des projets, je dirais, quasiment exclusivement de transition éco-énergétique. Donc, des projets de production d'énergie nouvelle et renouvelable ou des projets de rénovation bâtimentaire pour être dans le cadre du décret tertiaire et des obligations légales. Là, pour le coup, on est à même de pouvoir parler de financement alternatif. Alors, je ne sais pas si ça parlera à notre invité du jour, mais on travaille sur des projets de financement avec des investisseurs, avec des énergéticiens. Donc, on est dans un écosystème qui pourrait s'apparenter à du PPP, sachant que on n'est plus sur des marchés de partenariat, sur des MGP, MGPE. Donc là, on est vraiment, nous, on s'occupe de la partie financement, mais on accompagne sur la transition éco-énergétique lorsque, par exemple, la collectivité dit « j'ai fait ma liste de mon patrimoine bâtimentaire, je veux mettre du solaire sur mes toitures ou sur une friche, j'ai besoin de mettre ça en place avec des investisseurs parce qu'on n'a pas les moyens, on ne veut pas taper dans notre capacité d'autofinancement. Est-ce que vous pouvez m'accompagner sur des contrats de ce type ?» Oui, là, parce qu'il y a
tout ce qui est financement du projet. Pas de souci. Après, sur les aides à la sélection de l'offre, on peut très bien faire des études de potentiel ou des études de faisabilité dans le domaine de la transition éco-énergétique pour voir si c'est viable, pour acculturer la collectivité, pour voir si ça fait du sens. Et dans ces cas-là, lorsqu'on fait ces études, on est amené, alors nous-mêmes, on fait des études qui sont économiques, financières et juridiques. On ne fait pas la partie technique. On est capable de faire un petit morceau, mais ça, c'est le métier d'un bureau d'études techniques. Et lorsqu'on fait, en tout cas, ce travail pour maîtriser tous les risques, qu'ils soient techniques, économiques ou juridiques, on est capable de préparer toutes les données d'un cahier des charges pour des projets de production d'énergie nouvelle et de rénovation bâtimentaire uniquement. Et là, pour le coup, on est capable de pouvoir vous aider à passer une consultation. Et ensuite, quand on reçoit les offres, on est capable de vous donner notre avis sur les mieux-disants et sur les offres les plus adaptées. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein en tout cas dans la transition énergétique, sur les certificats d'économie d'énergie et autres, vous avez pléthore de gens qui viennent taper à la porte. Mais après, pour savoir, est-ce que c'est en adéquation avec mes besoins? Est-ce que c'est le mieux-disant? Est-ce que ça contemple tout? Ça, on est capable de le faire, mais sur ces sujets de transition éco-énergétique exclusivement. Voilà pour répondre à notre interlocuteur. Merci Stéphane. Il vous remercie lui aussi d'ailleurs. Là, il n'y a pas d'autres questions. Une dernière question pour ma part avant de clore ce webinaire. Donc, vous êtes l'interlocuteur de référence en matière de financement non bancaire. Vous êtes sur le marché depuis de nombreuses années. Quels sont les facteurs de succès de vos missions? Alors, effectivement, nous, on est un cabinet indépendant, même si on a effectivement à nos côtés des alliés comme Ecofinance et d'autres, de totale indépendance dans tout ce qu'on va être probant, c'est-à-dire est-ce qu'on a obtenu des fonds, est-ce qu'on a été notifié. La station de veille, de conseil, de recherche, elle est fondamentale parce qu'elle est quelque part le socle et la base pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos projets, améliorer la stratégie de présentation et travailler ensemble de concert pour que ça soit efficace. Mais en fait, c'est sur le montage que vous allez pouvoir juger de manière effective les résultats concrets. C'est-à-dire qu'en nous confiant des dispositifs à monter, on va pouvoir vous montrer effectivement qu'on est capable de faire en sorte que, eh bien, là où vous aviez en moyenne 27, 30, 40% d'aide, on va pouvoir augmenter ce taux. On va pouvoir financer plus de projets. On va pouvoir vous permettre, dans l'arbitrage de certains projets, de financer des projets qui vont permettre d'avoir plus de fonds propres pour d'autres projets et ainsi de suite. Donc, c'est une relation, comme je l'ai dit, prestation-collaboration. C'est une relation de longue durée. C'est une relation, mais l'objectif, c'est toujours, et le succès, c'est de vous apporter du financement supplémentaire pour que vous puissiez être, en tout cas, le plus à l'aise possible avec vos projets et vos finances. Oui, merci beaucoup. Merci Stéphane pour toute cette présentation et tous ces éléments. Alors j'espère que ça aura piqué la curiosité donc de tous les invités et que derrière, peut-être ça va leur apporter dans tous les cas des opportunités pour leur demande de financement, mais surtout aussi derrière pour la réalisation de leur projet d'investissement. Et donc, en tous les cas, comme l'a dit Stéphane, on est à votre disposition, nous ensuite, pour vous aider dans cet accompagnement et pouvoir naviguer un peu dans cette jungle, en effet. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit en termes de thématiques et en termes de, de dispositifs. Donc, il y a nécessité d'avoir donc une ligne qui nous permet en tous les cas de se guider à travers cette jungle. Donc merci encore Stéphane, merci à toute l'équipe pour cette présentation. Et donc comme vous l'a dit Yasmine tout à l'heure, on va vous envoyer donc et le replay bien sûr et le support de présentation. Et donc voilà, on vous remercie pour votre présence, pour votre disponibilité et dans tous les cas on vous dit à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.